Alors Alan Smithy, c'est un réalisateur américain qui a été actif pendant plus de 30 ans, qui a fait bien une cinquantaine de films. C'est pas le meilleur réalisateur américain, c'est loin s'en faut. Il a même une carrière plutôt en dents de scie, quoi. Il a même à son actif quelques nanars, quelques bonnes catastrophes. Mais quand même, on peut lui reconnaître un certain éclectisme. C'est-à-dire qu'il a tourné dans tous les genres possibles. Il a fait des westerns, il a fait des films de science-fiction, des comédies, des films policiers. Il a tourné avec des grandes stars comme Charlton Heston ou Jodie Foster ou Jack Palance. Il est aussi, c'est quelqu'un qui est très gonflé. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, réaliser une suite aux Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ça lui fait pas peur. C'est-à-dire qu'il a une certaine audace comme ça. Et c'est aussi quelqu'un qui accepte à peu près tout ce qu'on lui propose, qui peut très bien, entre deux films, pour arrondir ses fins de mois, réaliser des épisodes de séries télé. Ça va de MacGyver à Cosby Show, en passant par La Quatrième Dimension. Et donc, bon, la seule excuse qu'on peut lui donner, et même la seule explication qui fait que ce type-là est resté dans le milieu aussi longtemps, à faire autant de films, même des fois avec des gros budgets, sachant qu'à Hollywood, au bout de 2 échecs, on est persona non grata, et bien la seule explication, c'est que Alan Smithy, évidemment, n'existe pas. C'est un nom, simplement, c'est un pseudo derrière lequel se cachent beaucoup de gens. C'est-à-dire que tous les cinéastes américains qui ne veulent pas signer leurs films deviennent Alan Smithy. Alors la première fois où Alan Smithy, le premier film réalisé par Alan Smithy, il date de 1969. C'était un western qui s'appelait Une poignée de plomb, qui était produit par l'Universal et dont la vedette était Richard Widmark. Et le premier réalisateur était Robert Totten, qui était très à l'aise dans le western puisqu'il avait déjà réalisé The Quick and the Dead en 1963 et qui s'était fait la main sur des épisodes de séries comme Bonanza ou La légende de Jesse James. Donc il était l'homme de la situation, sauf que pendant le tournage, il ne s'est pas entendu avec Widmark. Il y a eu, comme on dit pudiquement, des différends artistiques. Et à un moment donné, Widmark, qui avait pas mal de poids encore à cette époque, qui en avait en plus beaucoup plus que Totten, a fait pression sur l'Universal pour le renvoyer et le remplacer. Ce qui s'est passé, il a été remplacé par Don Siegel, qui avait travaillé avec Widmark l'année d'avant sur Police sur la ville, et qui plus tard réalisera des films comme L'Inspecteur Harry. Et lui est arrivé sur la fin du tournage, c'est-à-dire qu'il y avait 9 jours à faire, donc il a fait les 9 jours, mais comme il n'a fait que 9 jours, il n'a pas voulu signer le film, considérant que c'était Totten qui avait fait la majorité du film. Mais Totten ne voulait pas non plus signer le film, vu qu'il lui avait échappé. Et Widmark voulait encore moins, évidemment, que Totten signe le film. Donc ils se sont trouvés face à un problème inédit. Donc l'Universal était bien embêté et ils ont contacté en fait la Directors Guild of America, le syndicat des réalisateurs américains, qui a trouvé comme solution d'inventer un nom. Et le premier nom qu'ils ont trouvé, c'était un John Smith, qui est un nom extrêmement courant, c'est une sorte de Jean Dupont, quoi. Mais c'était tellement courant que ça pouvait prêter à confusion, donc ils se sont dit qu'il fallait rajouter un E à Smith. Mais il y avait des gens qui s'appelaient comme ça, donc ils ont ajouté encore un E, ce qui a donné Smithy. Donc là, on était sûr qu'il n'y avait personne qui s'appelait comme ça. Et le premier prénom qu'ils lui ont donné, donc sur ce film, c'était Alan, A2LEN, qui plus tard est devenu Alan Smithy. Alors avec Alan Smithy, c'est instauré la conspiration du secret. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Alan Smithy soit considéré comme un auteur de film. Et évidemment, il ne faut pas dévoiler la vérité. Donc la Directors Guild a émis comme condition, déjà, qu'il ne faut pas en parler. Quand on signe Alan Smithy, on ne va pas se répandre dans la presse en disant voilà ce qui s'est passé, j'ai pas eu le montage final, etc. Dans l'absolu, Alan Smithy doit être l'auteur du film. Alors, évidemment, maintenant qu'il est célébrissime, qu'on en parle sur Internet, ça semble bizarre, mais à l'époque, on pouvait passer outre. Comme ça. Et c'est vrai que ne devient pas Alan Smithy qui veut. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être insatisfait de son film pour pouvoir dire bah non, je vais signer Alan Smithy. D'autant que les studios y veillent quand même ardemment, puisque c'est une mauvaise publicité pour eux. Quand on voit sur une affiche marqué un film d'Alan Smithy, ça veut dire attention, n'y allez pas. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça s'est mal passé, c'est pas le film qu'a voulu faire le réalisateur, attention. Donc ça a commencé à se savoir à un moment donné, et c'est devenu un véritable secret de polichinelle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu un exemple fameux, récent, qui était le réalisateur Tony Kaye,
qui a réalisé American History X, avec Edward Norton, qui joue le rôle d'un skinhead. Et ça s'est très mal passé pour lui. Déjà, on lui a imposé Edward Norton, dont il ne voulait pas. Ça s'est mal passé avec lui. Ensuite, Norton l'a écarté de la salle de montage. Et pour Tony Kaye, c'était le premier film qui avait un esprit de cinéaste indépendant. Il s'en est ouvert à tout le monde, à tous les médias, quoi. Dans le petit microcosme hollywoodien, tout le monde le savait, dans la presse professionnelle. Et ça a commencé à avoir des échos dans la presse nationale. Donc, quand le film est sorti avec un montage qui n'était pas le sien, il a voulu signer Alan Smithy, mais la Directors Guild a mis le holà en disant non, parce qu'on savait très bien que c'était lui. Donc le studio a mis dans le film un film de Tony Kaye. En 2000, la Directors Guild a décidé qu'il ne fallait plus utiliser ce pseudonyme et qu'on verrait au cas par cas. Et le premier exemple qui s'est posé, c'était sur le film Supernova, qui était un film de science-fiction réalisé par Walter Hill, qui est parti en cours de tournage, qui a été remplacé notamment par Coppola, et qui, finalement, le film a été signé du nom de Thomas Lee. Et Thomas Lee, on peut penser qu'on ne verra plus de film de Thomas Lee. C'était un exemple ponctuel de nouveaux pseudonymes. Il y a une cinquantaine de films signés Alan Smithy. On peut citer Catch Fire de Dennis Hopper, qui était l'histoire d'un tueur à gages qui tombait amoureux de sa victime, qui était jouée par Jodie Foster. Et Dennis Hopper, qui jouait le rôle du tueur et qui réalisait le film, en fait, a vu son montage amputé de 21 minutes par le studio, qui finalement n'a pas sorti le film en salle. Donc quand le film a été diffusé en Europe, notamment à la télévision, présenté d'ailleurs comme un téléfilm avec ce montage-là, Dennis Hopper n'a pas voulu que son nom se figure sur la réalisation, et donc c'est devenu un film d'Alan Smithy. Et l'exemple qui est encore plus ironique, c'est un film qui a été tourné en 1997, qui s'est appelé un Alan Smithy film, et qui était une satire d'Hollywood réalisée par Arthur Hiller, qui était le réalisateur de Love Story, et qui racontait l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Alan Smithy, et qui réalise son premier film, et à qui on impose évidemment de prendre un pseudonyme, parce qu'on ne peut pas le signer Alan Smithy. Donc c'était une satire des milieux hollywoodiens, mais Arthur Hiller n'a pas pu faire le film qu'il voulait, il n'a pas pu monter ce qu'il avait voulu, et il s'est trouvé dans la position où il était obligé de signer Alan Smithy. Donc on s'est sorti, ça ressemblait à un énorme coup marketing. Un Alan Smithy film réalisé par Alan Smithy, ça semblait même trop. Mais quand on en parle à Arthur Hiller aujourd'hui, il est très ému par cette situation, parce que c'était son film, c'était vraiment son bébé, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec. Alors on trouve aussi étonnamment des Alan Smithy à la télévision. Alors, d'une part de façon classique, c'est-à-dire que certains réalisateurs n'ont pas signé leurs téléfilms ou des épisodes de séries. Mais on trouve aussi des films de cinéma qui avaient été signés de leur auteur dans les salles, mais qui sont devenus des films Alan Smithy à la télévision. Par exemple, le film Hit de Michael Mann, le polar avec Robert De Niro et Al Pacino. NBC voulait le diffuser dans un créneau de 3 heures. Sachant que le film fait déjà 2h45 et qu'il fallait inclure 48 minutes de publicité, forcément, il fallait procéder à des coupes. Donc, ils se sont adressés à Michael Mann, qui leur a proposé de diffuser le film en 2 fois, 2 soirs consécutifs, et en rajoutant des scènes qu'il avait écartées du montage sorti en salle. Ce qui semblait une solution assez intéressante. Mais NBC trouvait que c'était un peu compliqué, donc finalement, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont fait leur propre montage, en enlevant plein de scènes, forcément, et ce qui remet en cause un peu la narration du film. Et Michael Mann n'a pas voulu être associé à ça, ce qui fait que Hit est devenu un film d'Alan Smithy à la télévision. Et c'est le cas aussi sur Dune, qui a une version plus longue à la télévision, mais qui n'est pas en fait la Director's Cut. La Director's Cut est celle qu'on a vue dans les salles. Mais dans la version télé, on a été rajouté des gros plans, des plans inversés, une nouvelle intro avec un résumé, enfin des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que Lynch voulait faire. Et ce qui s'est passé, c'est que Lynch avait aussi écrit le scénario. Donc, on ne pouvait pas laisser au générique un film d'Alan Smithy écrit par David Lynch. Donc il a fallu trouver un autre pseudonyme, et Lynch a trouvé comme pseudo Judas, donc Judas, ce qui voulait tout dire, Judas Booth. Et donc voilà, et donc c'était une autre version de Dune qui n'est pas celle de Lynch.